n'existe pas qu'à l'école, on nous apprend la guerre d'Algérie. Il a fallu attendre longtemps pour chose que j'étais un fils d'archi. Le souvenir que j'ai pendant la période du départ, bon, c'était plutôt cette passerelle. La passerelle, je m'en rappelle, parce que ma mère nous avait attachés peur de nous perdre. Et puis ce qui s'est passé dans le bateau, c'était un bateau de marchandises. Et on était passés, et passés comme des bêtes. Et d'un côté, il y avait les femmes qui pleuraient tout le temps. Se greffant le visage. Et vous avez aussi les vieux qui étaient d'un côté, qu'eux étaient à part, et puis chacun essayait de donner plus confiance à l'autre. Et on avait des questions, il y avait des questions, ça me semble un peu bête, mais c'est un qui disait est-ce qu'il y a le soleil là-bas? Je me rappelle qu'il y avait des personnes de la Croix-Rouge. Puis de là on a été transporté avec des véhicules. Et puis on s'est retrouvé au camp de Révisac. Le camp de Révisac, bon, c'était un camp où la communauté harkie en général passait par ce camp, puis après ils étaient transportés dans d'autres lieux. Et c'est vrai que ce camp c'était quelque chose d'horrible parce qu'on retrouvait cette communauté toujours tassée dans des guitounes, dans des tentes de l'armée. On servait la nourriture comme on servait la gamelle par des sirènes, par des files. C'était plus un camp de prisonniers puisque personne n'avait accès à l'extérieur sauf pour des permissions. À l'époque où ces images ont été tournées en 1962, rien n'a été sérieusement prévu pour le rapatriement des quelques 60 000 anciens supplétifs de l'armée française en Algérie qui réussiront à échapper au massacre qui ont suivi l'indépendance. La plupart seront parqués dans des hameaux forestiers ou dans des camps qui avaient successivement servi aux républicains espagnols, puis aux émigrés allemands fuyant le régime nazi à la fin des années 30. Les enfants sont les premiers à s'intégrer à la vie du village où la présence d'une usine désaffectée a permis l'installation du groupe comprenant quelques 400 personnes. Chaque famille dispose d'une baraque préfabriquée, doublée d'isolants thermiques et de toiles, fournie par les eaux et forêts pour qui travaillent les harkis. Le logement et le chauffage sont gratuits. Chacun touche déjà un salaire pour le travail aux exploitations forestières proches. Et le seul souci du moment semble être l'hiver. On est bien, mais on est froid. Ces baraques sont, comme on le voit, constituées principalement de contreplaqués et de tôles. Balayées par les vents, balayées par le Mistral en hiver, ces taudis étaient inhabitables. Je me souviens, lorsque je rendais visite à mon grand-père, l'image que je garde, c'est toutes ces vieilles personnes qui étaient autour du poêle qui était au centre de la pièce. L'été, bien sûr, une chaleur insupportable du fait de la mauvaise isolation. Une autre image me revient, c'est de voir ma grand-mère malade, en plein hiver, grelottant sous ses couvertures. La structure du camp était faite
de telle sorte qu'aucun contact avec la population, ne serait-ce que locale. Il y a un petit village de Bias qui est à 3 kilomètres de là. Pendant des 10 années, je me demande s'ils avaient connaissance de l'existence d'une vie aussi importante à la porte de leur village. Donc, la structure du camp était telle que ne serait-ce même aucune sortie n'était possible. On sentait réellement une oppression de la part de l'administration locale, vraiment de contrôler, même au plus dans le quotidien de la vie de tous les jours, de contrôler notre vie, de contrôler nos actes. Nous étions réellement prisonniers. J'arriverai demain en gare de Perpignan à midi. Viens me chercher avec un taxi. Vous voyez, on va essayer d'écourter le texte. Parce que plus il y a de mots, plus le télégramme est cher. Hein? Alors, là-dedans, on va enlever les mots inutiles. Hein? J'arriverai. Pourquoi? Parce qu'il y aura le nom de l'expéditeur. Hein? Qui sait que c'est lui? Alors, on enlève le J. Avec l'aide de monitrices, les femmes musulmanes, dépaysées, apprirent d'abord le chemin de la poste pour leurs allocations familiales. Il faut aussi apprendre à parler et à lire en français. Apprendre à lire pour une femme arabe, c'est un événement grave, c'est acquérir ce droit effrayant de penser, de réfléchir, de se mêler aux problèmes qui ne sont pas immédiatement ceux du foyer. Beaucoup, la plupart, ne s'y risquent pas. Ici, ce sont les femmes âgées qui viennent. Je ne dis pas le plus volontiers, mais avec le moins d'appréhension, de répugnance. Les jeunes n'osent pas. Vous comprenez ce que nous disons, madame? Ça serait plus pratique que votre femme parle français, non? Pour la vie de tous les jours, enfin. Moi je voudrais bien, parce que là-bas, à l'Algérie, c'est l'homme qui fait le marché, qui fait ça. Et moi je voudrais bien que ma femme qui est à ma place, c'est ma femme qui fait le marché, qui l'achète, qui fait tout ça. Moi je voudrais bien ça, qui la prenne. Quand vous aurez une paye, un salaire, vous lui donnerez de l'argent pour le ménage? Oui, je donne. Et je donne de l'argent, mais il ne sait même pas compter. Ils ne connaissent pas ni billets de 1000, ni de billets 500, et genre, billets 500 ou billets 5000, et pour elle, c'est pareil. C'est vrai que quand c'est ici à l'Ardoise, il y avait une école, mais on ne peut pas appeler ça une école telle qu'on rencontre maintenant. Puisque à 100% c'était que des enfants de harkis. Et puis on voyait des personnes qui avaient un handicap immense, des jeunes de 12 ans se retrouvaient avec des enfants de 6 ans, 7 ans, où c'était, ainsi de suite. Et puis cette forte concentration, on apprend mieux en faisant l'école buissonnière du Conseil Maurice Ardoise qu'à l'intérieur. Sous prétexte qu'ils étaient pour la plupart illettrés et sans formation, les harkis sont cachés comme si on voulait masquer une double honte, celle d'avoir perdu l'Algérie et celle d'avoir abandonné ceux qui avaient combattu à nos côtés. Pendant plus de 10 ans, ils seront maintenus dans le rôle du bon arabe, divisés en d'innombrables associations, récupérés politiquement et encadrés par tous les nostalgiques de l'Algérie de papa. Toujours à la recherche d'une identité, les harkis auront paradoxalement plus de mal que les autres émigrés algériens à s'insérer dans la société moderne. Derrière les poignées de main des élus locaux, les ouvroirs et les éternels méchouis des associations d'anciens combattants, se cache en fait une immense détresse qui conduira la deuxième génération aux actions les plus violentes. Leur médiatisation va révéler le peu d'efficacité et souvent le gaspillage des aides gouvernementales. Dans les années 80, j'ai commencé vraiment à militer pour la cause harki. Jusqu'en 91, j'ai mené ça en solitaire. 91, c'était de la mémoire, la prise de conscience de la communauté harki. On venait de mettre un coup de pied sur une fourmilière agitée de plus de 600 associations.
Épilogue dans l'affaire du jeune Harki qui ce matin à Marseille s'était retranché dans les locaux de la délégation départementale aux rapatriés. Un geste pour notamment attirer l'attention sur le sort des Harkis. Sur place, Gabriel Brisset, Jean-François Decoy. Derrière cette fenêtre, Hassan Arfi, un jeune Harki de 31 ans qui sera resté 7 heures aujourd'hui enfermé dans un bureau du service des immigrés en plein centre de Marseille. 19 mars 90, c'est là où je décide de passer à l'action. Et ma cible était la préfecture de Marseille, dont je l'ai pris avec des armes factices durant 8 heures pour marquer l'indignation et l'indifférence que les pouvoirs avaient à notre égard. Copiant leurs actions sur celles des jeunes émigrés des banlieues, les fils de Harki, en occupant certains bâtiments publics, découvrent et font connaître les détournements des fonds destinés à leur communauté. Aujourd'hui, ils posent toujours la question des circuits de cette aide. Les quelques 4 milliards de subventions accordées en 30 ans par les gouvernements successifs, combien ont profité directement aux Harkis? Remis en liberté sur le champ parce que en prison ça aurait accentué le mouvement Harki. Il y a eu quelques retombées, il y a eu j'ai pris la préfecture à Marseille, il y a eu la mairie Saint-Laurent-des-Lacs qui a été occupée, il y a Bias qui se révolte, Jour qui se manifeste. Rentré en France en 1962 avec quelques-uns de ses anciens Harkis, employés maintenant dans les industries du Midi et logés dans un foyer de la Seine-à-Cottera, le Bacha Gaboualem vit aujourd'hui une semi-retraite privilégiée dans sa propriété agricole du Vaucluse. Autrefois représentant de l'autorité administrative, bouillant et jeune soldat, vice-président de l'Assemblée nationale, il semblait être la personnalité désignée pour prendre en main le sort de ses frères d'armes. Aujourd'hui, le Bacha Gaboualem est mort et l'ancien camp de regroupement a été rasé. La population des Béni-Boudouane, dans l'Ouarsenis dont il était le chef, a été réinstallée à 2 km de là, au Mastibert, un petit village provençal à 18 km d'Arles. La moitié des 1850 habitants du village appartient à la communauté Harki, dont 350 enfants. Le taux de chômage est très élevé. Les jeunes qui n'ont pas trouvé de travail y traînent leur désœuvrement. Tous les jours, ils refont le même parcours, qui les conduit de la route d'Arles au lotissement, en passant par le café Ali, le boulodrome, le centre de loisirs et pour finir, la place de la mairie. Quand on va en Algérie, on se fait traiter de comme de français et on vient ici, on se fait traiter de comme d'arabe. Et en fin de compte, on est rejeté de deux côtés, on ne sait plus où on est traité exactement. On est dans un trou et j'ai l'impression qu'on nous a oubliés, quoi. Mastibert, c'est un peu le bout du monde. Le
aurait mieux valu qu'ils nous intègrent directement au milieu d'Européens, de Français, qu'ils nous intègrent vraiment au contact des gens, où il y aura vraiment un vrai contact social. Tandis que là, ils nous ont regroupés entre nous. Il faut pas dire, bon ben voilà, j'ai envie de faire ma vie, demain je pars. Je dis ça c'est bon, mais comment on part? Avec quelles ressources? Parce que partir d'ici je veux bien, mais il faut qu'au moins déjà au minimum on ait quelque chose à soi. Ce qu'on voudrait, c'est quoi c'est déjà la priorité aux harkis, que c'est un travail, c'est, je sais pas, ouais, priorité aux harkis. On a marqué sur notre front que nos parents se sont battus pour la France, ou que quand on nous regarde, ben, on dit c'est les Arabes, c'est les Beurs. Hein. Quand on remplit le dossier de chômage, nationalité, alors à côté de nationalité, nationalité française, mais originaire, mais venant de quoi, fils de harki, ça on peut l'ajouter à côté de nationalité. Vous avez peut-être des gens qui étaient du FLN, mais qui sont français. Les jeunes, en plus, ils peuvent réussir, on a les capacités de réussir. Je dis pas être assisté, mais un petit plus pour les jeunes d'aujourd'hui. Je suis d'ailleurs en plus. Hein. Moi, je prends mon cas, moi j'ai passé un BEP, je vais passer un bac pro ensuite. J'ai pas pu y aller parce qu'au niveau des indemnisations, il y avait rien. Il me donnait une bourse, il me donnait 2000 francs. Et rien que l'appartement, il coûtait 3000 francs. Donc entre la bouffe et tout ça, tu peux rien faire pratiquement. Donc j'ai perdu un an. Donc ça me décourage, je peux plus rien faire. Et je me retrouve barman chez Tonton. Le problème qu'ils rencontrent, c'est surtout quand ils sont en dehors du village, parce qu'au village, il y a 30 ans qui sont là, ils sont nés au village, ils sont allés à l'école avec les petits Européens, ils sont connus, ils font partie des sociétés de sport, des boules, de tout ça, mais à partir du moment qu'ils quittent le village et qu'ils vont à Montpellier, à Nîmes ou tout ça, ben, c'est des Arabes, hein, ils sont basanés avec les cheveux frisés. Voilà. Au village, ils sont moitié liberté, la religion musulmane, et à l'extérieur, ils sont Arabes, puis voilà. Je vous appelle pour l'annonce que vous avez fait passer dans le méridional pour des postes de vendeuse, même débutantes acceptées. Nastibert. Pardon? Nastibert, c'est un petit village près d'Arles. D'accord. Vous avez une voiture? Comment? Vous avez une voiture? Non, je n'ai pas de voiture. Bon, ben, je vous remercie. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Voilà, je vous appelle pour l'annonce que vous avez passée dans le méridional. C'était pour le poste de réceptionniste de nuit. Mademoiselle Boilan. B-O-U-A-L-A-N. N. Comme Maurice. Mais sur l'annonce, je vois qu'il y a écrit c'était pour prendre un rendez-vous, alors je comprends pas. C'est le directeur qui appellera. Ah, c'est le directeur qui appelle? Oui. Ah bon. Bon, mais je vous remercie. Au revoir. À la maternité où a accouché ma maman, elle n'était pas au courant, il y avait Jeannette. On nous a imposé ces prénoms français. Et sur tous mes papiers, c'est Jeannette, Myriam en deuxième. Surtout que j'ai pas trop la tête à appeler Jeannette. Vous pouvez vous appeler Françoise ou Catherine, c'est ce que vous voulez. Et quand vous arrivez, je viens, je vous dis je m'appelle Catherine. Pour moi, vous savez, d'apparence, en me regardant, vous savez quand même que je suis ou algérienne, ou marocaine, ou... mais ça passe ça passe déjà un peu plus, non, parce que il y a des gens que je connais qui ont passé l'expérience-là, quand ils ont dit leur nom au téléphone pour se présenter pour un emploi. On leur a dit oui, la place est encore disponible, tout ça. Quand la personne s'est présentée, qu'on a vu la dégaine qu'elle avait, ben, on lui a dit non, je suis désolée, mais le poste est déjà occupé. Ah, voilà, tu l'as envoyé au paradis. Non, oui, c'est vrai. Ah, c'est bien. Allez, tu par la caméra.
quand ils sont arrivés en 60, eux c'était des déracinés et nous on était envahis. Voilà comment c'était exactement. Un petit village tranquille comme ça, sans histoire, arrivait toute cette population algérienne. On a été surpris quoi. Bon, il y a eu 2 ou 3 familles, ça allait, mais un parti comme ça. Le problème c'est surtout qu'ils étaient aussi nombreux. Voilà, moi je croyais que ça a été ça. Bon, ils ont été répartis un peu dans 2 ou 3 villages. Il y en aurait eu moins. Parce que mon gosse, quand il allait à l'école, j'ai une photo, hein, ils sont 33 dans l'école. Il y a 3 Européens, 30 petits musulmans. Hein. Le premier jour, ils sont arrivés accompagnés par des gendarmes parce que les gens qui les avaient fait partir d'Algérie leur avaient promis des représailles et on avait toujours peur des représailles. Pendant quelques jours, on a eu les gendarmes à la porte de l'école. On avait d'abord été surpris par la terreur des enfants, la terreur qu'ils conservaient des événements qu'ils venaient de vivre. Ça, c'est quelque chose qui nous a choqués. Dès qu'ils entendaient un avion, ils se jetaient à plat ventre sous le bureau. Et puis, c'était ça. C'est là qu'on a découvert, ils étaient terrorisés. On a fait jouer leur capacité d'adaptation et d'imitation. Ils écoutaient les petits Européens, ils répétaient après, et ils ont évolué d'une façon prodigieuse, parce qu'ils avaient un désir de s'accrocher. Et dans l'ensemble, les filles étaient beaucoup plus accrocheuses, beaucoup plus travailleuses que les garçons. De dire des choses en arabe, ça a plus de tête, quoi, quand on le dit, que, bon, c'est vrai parce que des fois on dit des choses, et quand c'est traduit, c'est pas né, alors qu'en arabe, il y a plein de... Ce qui veut dire que si je t'attrape tellement que je vais te taper fort, ta peau elle va rester collée au bâton. La femme algérienne, c'est plutôt à la maison, les enfants, faire la cuisine, tout ça. Parce que bon, je sais très bien que si j'ai envie de prendre mes petits et mes claques, je sais que je pourrais être capable de le faire, mais il y a quelque chose qui me retient. On les balance pas comme ça. On les a mis dans des camps et on en a plus parlé, quoi. Je veux dire, personne qui soucie comment ils sont, est-ce qu'ils savent parler français, est-ce qu'on va leur donner ci, rien, tout le monde a volé de ses propres ailes, comme on dit. Il en a bavé, quoi. Au début, c'était pour faire vivre sa famille. Et, comme il disait, je travaillais avec la pelle et la pioche et personne n'est venu me dire on te remplace ou il n'y a personne qui est venu me voir en lui disant... C'est 4 ans que tu travailles avec la paye de la bûche. C'est 4 ans. C'est moi qui vais travailler. Cette maison, il a travaillé, il a fait un crédit, c'était une ruine. Et il a rénové de lui-même, il a tout donné. Je veux dire, pour ce temps, il a fait trembler, il a tout donné. C'est ma vie, c'est mes parents, c'est eux qui ils se sont débrouillés tant qu'ils ont pu pour m'élever, pour être égaux à tout le monde. On a été à l'école, ils nous ont mis à l'école malgré qu'ils ne savaient pas parler français, ou ils sont toujours débrouillés. On a eu des trucs pas possibles, quoi, je veux dire, et mes parents, c'est ma vie, malgré mes 28 ans, je resterai encore avec eux tant que ça se... Voilà. Mariam, tu as conscience quand même qu'en restant dans ta famille, ce qui est tout à fait normal, en y étant si attaché, tu prends un risque avec ta propre vie. Je suis consciente. Oui, mais... Ils sont là, moi, je profitais tant qu'ils sont là, je veux dire, c'est plus important que tout, même si je peux trouver un emploi à Paris ou au Nord, comme vous m'avez dit, je me sens pas prête, je veux dire, tant qu'ils sont là, j'en profite jusqu'à la dernière minute. Est-ce que par exemple, tes parents accepteraient que tu te maries avec un Européen?
سقفني لو كان واحدة من بناتك تزوج مع قاوري كيف هاد ما نبغيش. ليه؟ ما نبغيش. واللي بغيته ما عندي حاجة. Donc, lui, c'est clair et net. Lui, il n'est pas d'accord, de son côté, il n'est pas d'accord. Maintenant, si ça fait le bonheur de sa fille, qu'elle soit mariée, et qu'elle... C'est fini, quoi, le rapport... Entre père et fille, je veux dire, c'est fini. Il ne va pas m'empêcher de le faire, mais je le fais contre sa volonté. C'est pour ça, c'est que مشكلة احنا ما يصوموش ما يصلوش ما يحجوش. Alors c'est bon, ça Ça revient toute une question de religion. Ça peut être un Européen, comme un Chinois, comme un Asiatique, comme il ne prie pas, il ne fait pas le Ramadan, il ne va pas à la Mecque, et c'est tout. تعطي لي الخدمة وتعيشني على خاطر راني نضرب معاهم. فوت القيرة تاع طرنطنا، فوت القيرة تاع كرندو كرنسا، فوت القيرة تاع لفران. وشديت في فرنسا تعطي لي الخدمة ليا ولولادي. واللي تعشق فيا غير بالزواج ما نحتاجش. Bon, c'est clair, net et précis, c'est non. Je dirais, comme il disait, moi, mon devoir est fait envers la France. Pour moi, c'est mon idée, c'est la religion. Que ça, comme tu disais, que ce soit laïque ou toute autre religion, pour moi, c'est comme ça. Et pour moi, c'est non, quoi. Ce qui m'a attiré chez Nadia, c'est déjà sa sympathie, et par la suite la chaleur de son cœur. Je mène une double vie, et j'ai un ami, bon c'est un Européen, et puis on se voit, ça fait 1 an et demi. Bon, il a sa maison, et bon moi je vis chez mes parents, et puis bon on se voit un petit peu en cachette, quoi. Je vais chez lui à l'étude de mes parents, et il y a quelque chose aussi qui me plaît là-dedans, parce qu'en fait... lui, il a sa maison, c'est peut-être un peu égoïste, que je dis, quand j'ai envie d'y aller, quoi, j'y vais, bon, on est ensemble, tout ça, on passe des bons moments et tout, mais il faut que je retourne chez moi. Moi, je me suis retrouvé au chômage, en plus, dans ma filière, et bon, ben, comme tous les chômeurs de mon âge, ça fait que, bon, on traîne à droite, à gauche. Et j'ai rencontré certaines personnes on a tout de suite lié conversation, étant donné qu'on est sur la même longueur d'onde. Je ne veux pas dire que je suis orphelin, mais disons que moi dans ma famille, à part mes oncles et mes tantes, que j'ai vu rarement. Donc c'est pour ça que je viens de découvrir une autre famille, parce qu'ils sont proches de moi. Bon, mes parents ne sont pas d'accord, parce que c'est un Européen, bon, il n'a pas la même religion qu'eux, et ça leur plaît pas. Bon, ma mère, au début, c'est vrai qu'elle me disait, ouais, faut pas, bon, maintenant, elle a vu que je tenais à lui, tout ça, et puis, bon, je vais continuer à le voir. Bon, mon père, je sais pas, des fois, bon, je sais que ça lui plaît pas. Comme je lui ai dit, moi je veux surtout pas que tu te fâches avec tes parents. Ça sera un dommage pour nous, mais je veux pas que tu te fâches avec tes parents. En fait, ils n'espéraient pas ça, quoi. Ils espéraient certainement que je me marie avec un harki, c'est un arabe. C'est des amis qui mènent comme moi, quoi, une double vie entre leur petite amie et la maison, quoi. C'est la maison des parents. Bon, moi j'ai 28 ans, et toute cette génération, ces filles-là, comme moi, qui ont 28 ans, on est un petit peu perdu, parce que moi j'ai une jeune sœur, elle a 20 ans, elle a déjà son appartement, elle a pris, fait sa vie, tout ça. Je veux dire, bon, c'est... Nous on a...
même si on ne peut pas se fiancer, ou... Enfin moi, de toute façon, je ne veux pas le mariage, mais au moins vivre ensemble. Et quand un jour mon père il venait à me dire où tu le vois plus, où tu t'en vas, ben je resterai chez mes parents, et puis bon, ce sera malheureux pour lui et pour moi, mais c'est mes parents avant tout. Oui, je pense que je suis en train de gâcher ma vie, même. Mais bon, c'est quelque chose, je sais pas, j'arrive pas à expliquer, c'est plus fort que tout, quoi. C'est mes parents, c'est ma famille, c'est tout pour moi. J'ai refusé d'être filmée avec mon ami, parce que, bon, déjà, je pense que là, quand ils vont voir ça à la télé, ils vont être un petit peu, ça va leur faire un petit peu de peine, parce que, à mes parents, la femme ne se montre pas avec son mari devant son père. Donc, moi déjà je suis en plus avec un Européen, donc ça serait le disque final. Blocage, parce que c'est un peu normal. Leur fils, je sais pas, leur état d'esprit, ils sont toujours, leur état d'esprit c'est un état d'esprit algérien, c'est un état d'esprit musulman, c'est-à-dire qu'il y a des coutumes, il y a des religions qu'il faut respecter. Tu regardes rien que le cas quand la fille algérienne vient pour se marier, il faut qu'elle soit bien, donc c'est beaucoup d'atouts, donc ils ont peur pour ça. Je me suis mariée, j'étais jeune, j'avais 15 ans, c'est mes parents qui m'ont choisi mon mari, et bon, j'ai divorcé peu de temps après, et je passais à ça mes enfants. Les personnes qui essayent de dire le Coran veut que la femme mette le voile, que c'est l'homme qui commande. Bon, moi ça je suis pas du tout d'accord avec, parce que ce n'est pas vrai, le Coran ne dit jamais ça. Vous savez, les jeunes maxillaires, moi je regarde avec ma mère, on n'a jamais raconté l'Algérie. On fait toutes ces histoires d'Algérie, mais elle n'a jamais raconté pratiquement. Ce qu'elle a dans le cœur, on va le garder pour elle. C'est tellement... c'est criminel. Tu vas en Algérie aujourd'hui, tu t'exprimes, tu t'es égorgé ou ainsi de suite. Donc ça fait un peu peur. Bon, c'est vrai que si tu regardes le problème directement, on est mieux ici. Ça c'est évident. Touchés autant que leurs camarades beurs par la nouvelle guerre civile algérienne, les jeunes du Mastibert se veulent à la fois fils de harkis et ne plus l'être. Englués dans la douceur de vie provençale et le confort relatif de l'assistance, ils rêvent d'un statut privilégié dans la communauté musulmane française. Et bien entendu, les partis politiques tirent profit de cette revendication en redécouvrant à chaque élection les problèmes des harkis. Pour tenter de régler définitivement la dette envers les harkis, le ministre chargé des rapatriés vient d'établir un nouveau plan d'aide financière sur 5 ans. Son montant total sera de 2,5 milliards de francs. En 1995, les pères toucheront une allocation forfaitaire de 110 000 francs, qui viendra s'ajouter aux 60 000 francs déjà perçus en 1987, et par ailleurs, une aide supplémentaire de 80 000 francs pour l'accession à la propriété ou la résorption de leur endettement immobilier. Quant aux enfants, un effort particulier sera consenti pour leur formation. Mais échaudés par les promesses non tenues et mal informés, les jeunes n'y croient guère. Pour beaucoup d'entre eux, la revendication tient lieu d'action. Dernièrement, les dernières élections, ils ont promis voter pour nous, il n'y a pas de problème. Ils sont venus prendre la tête à nos parents, dès qu'on passe, on nous promet du travail. Avant les élections, j'ai croisé les députés, alors comment ça va monsieur, ça va, une fois que c'est passé maintenant. On passe à côté, à fin de quoi ils ne nous calculent même pas en fin de compte. Enfin, j'y crois pas ces gens-là. J'y crois pas, moi. Moi, j'y crois pas ces gens-là. Enfin, je cite pas de personnalité. La dernière fois, ils arrivent avec 2 cartons de gâteaux.
l'apéro, ils nous offrent tout, vous savez, s'ils avaient besoin de nous, passez au bureau. Une fois qu'on passe, il n'y a plus rien. Ils veulent nous acheter. Donc ça fait un peu peur tout ça. Moi, j'y crois plus à ces gens-là. Le problème qu'il y a aussi au niveau de la communauté artistique, c'est que ils ont du mal à faire confiance aux associations, aux partis, parce qu'ils ont été trompés, pendant des années. Et c'est un peu ce mal aussi de n'arriver à faire confiance à pratiquement à personne. Donc ce qui bloque tout un système. Vous avez les fusarchies, parfois par sérénité, parce qu'il doit faire la communauté archi, autant il va se mettre dans une liste, puis il ne sera peut-être pas soutenu parce qu'on dit on va vers des intérêts politiques. Et l'enfermement qui est ici à Massidère, il a duré depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, je pense que bon, ils ont été victimes de cette toile d'araignée qui s'est posée tout autour. Et on arrive maintenant que certains jeunes ne veulent plus se prendre en charge, ils attendent, ils vivent chez leurs parents, ils ne veulent pas sortir. Et vous avez cette communauté qui ne veut pas s'éclater. Il est difficile à l'école de jouer un rôle d'intégration parce qu'on demande tellement de choses maintenant, tellement de choses, et puis les parents ne considèrent plus l'école n'est plus respectée, et il est difficile d'avoir vraiment une influence sur les enfants. On a eu d'influence sur les enfants qu'autant que les parents, que la société respectait l'école. Et du moment que la société respecte de moins en moins l'école, les enseignants ont de moins en moins de pouvoir sur tous les plans. L'intégration, le racisme, c'est au même point que les autres enseignements. Et pour que la France soit un modèle, il faudrait que l'école soit un modèle, mais c'est de plus en plus difficile. Et puis c'est peut-être aussi ce qu'on nous a reproché d'être trop le modèle qui enferme, qui caractérise. Alors maintenant, tout éclate, et l'école aussi. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé là? T'es allé jusqu'en troisième, c'est ça? Le troisième, c'est ça. Alors pourquoi ils t'ont viré? Eh ben, ils m'ont renvoyé parce que... Pourquoi m'ont renvoyé déjà? Parce que j'avais insulté un professeur. Parce que j'avais insulté le professeur parce qu'il avait parlé de ma mère. Qu'est-ce qu'il avait dit de ta maman? Hein? Qu'est-ce qu'il avait dit de ta maman? Qu'est-ce qu'il m'avait dit déjà? Ouais, c'est grâce à l'éducation que ta mère a toujours dit. Un truc comme ça. Il a dit ça? Ouais. Un truc comme ça. Et donc c'était il y a un an? Oui, c'est ça. Et depuis, qu'est-ce que tu fais? Et puis je suis en train de chercher des stages et tout, mais... Tu fais du sport? Du sport? Ouais, je fais pas du foot et tout, mais il n'y a rien dans ce village. Il n'y a pas de club, il n'y a rien. Il n'y a pas de club, mais à côté, là, il y a une club de tennis. Là, vous êtes au centre social, là, c'est pour les jeunes, ça. Non, mais derrière, il y a des tennis, il n'y a personne qui joue. Il faut avoir une carte. Une carte. Oui, une carte. Ouais, c'est pour tout le monde. C'est quel droit, là? C'est pas le droit. Elle veut skipper la carte. Ça coûte combien? 30 francs, je crois. Par an? Ouais. Et t'as pas 30 balles par an? Si, mais j'aime pas le tennis. T'as pas le tennis? J'aime pas le tennis. En plus, j'aime pas de raquette. Je sais, on a beaucoup d'activités. Tu es allé à l'école déjà en Algérie? Oui. À quel endroit? J'étais à Binaba. C'était pareil qu'ici? Comment? C'était comme ici l'école? Oui. On a vécu pratiquement là-dedans pendant 10 ans, avec pas loin, à 2 kilomètres, avec dans des baraques en carton. Alors, sûr que la reconnaissance de la France, on n'a pas encore vu.
À la différence du Mastibert, la communauté harkie de Dreux, qui vient des Bénidracènes en petite Kabylie, a plutôt bien réussi. L'intégration s'est faite par le haut, grâce au travail des pères. Une élite s'est constituée dans la deuxième génération, qui rejette les revendications catégorielles qui ont contribué à l'exclusion des harkis. Mais la situation reste fragile dans une ville qui a fait entrer au Parlement le premier député du Front National et qui est le théâtre d'affrontements raciaux sporadiques. Au marché de Dreux, les stands islamiques ont fait leur apparition et certains jeunes, durement frappés par la montée générale du chômage, commencent à s'interroger sur le modèle français. Je crois que ce qui s'est passé à Dreux, c'est que il y a eu dès le début donc les rapatriés qui sont venus d'Algérie et ensuite qui sont installés à Dreux, dans un premier temps, ont travaillé, c'est-à-dire qu'ils ont bénéficié quand même d'un bassin droué relativement riche en emploi, ce qui a permis à ces gens-là de construire et de se reconstruire eux-mêmes, de pouvoir au moins travailler, s'y mettre, mettre la main à la pâte. Alors actuellement, la crise aidant, on rencontre des jeunes à Dreux qui justement commencent à se poser la question de savoir vers quoi ils vont se tourner, la peur de l'avenir. Beaucoup retournent vers l'islam à présent, peut-être parce que justement, c'est très choquant vis-à-vis des autres, il y a toujours ce regard des autres. Je pense que vivre en communauté, c'est pas très bon, quoi. C'est ce qui pose aujourd'hui de gros problèmes à ce que je dirais aux harkis, quoi. C'est avoir survécu dans cette micro-société, de vivre entre eux, si vous voulez. Si il y a un retour vers la religion, je ne sais pas, je ne l'ai pas forcément constaté, et je ne peux pas juger les gens, ni même peser leur motivation. Mais il faut déjà se rendre compte que derrière ça, il y a peut-être ce confort qu'elle offre. Si on se dit que la religion, ce sera notre vecteur de vie, en fait, je pense que il faut pas trop se focaliser sur cette idée, quoi. Parce que bon, je sais pas moi. Étant née en France, il m'est difficile de dire que je suis algérienne avant tout. C'est vrai que la culture française est beaucoup plus dominante par rapport à mes parents, mais en même temps, j'entretiens cette culture maghrébine parce qu'elle m'apporte en compensation des choses que la culture française ne m'apporte pas. Par exemple, le respect de la famille, l'importance d'avoir un cadre familial où on peut justement donc avoir des repères dans le temps, dans l'espace, une continuité. Des choses aussi dans tout ce qui est au niveau de l'alimentation, donc tout ce qui est culinaire, dans les tenues aussi vestimentaires, parce que c'est agréable aussi de pouvoir se retrouver habillé avec les tenues de notre pays d'origine. Je précise bien d'origine parce que mon pays avant tout, c'est la France. Nous, ce n'est pas la génération, c'est pas les enfants des Maghrébins des années 60. Les enfants d'Arki, il y a toujours ce mot, les enfants d'Arki. Donc il y a un contexte, il y a une histoire derrière tout ça. Et je pense que justement, ce besoin de conserver ce nom, de dire petits enfants d'Arki ou enfants d'Arki, c'est ce besoin de dire faites attention à l'histoire. Parce que lorsqu'on connaît la souffrance de nos parents, on sait ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils ont souffert, je pense que c'est une force. Et on fait tout pour s'en sortir, pour ne pas connaître ce qu'ils ont en fait connu, quoi. Peut-être que pour le souvenir, peut-être que pour l'histoire, un petit peu quand même au-delà de l'anecdote, ça serait bien que mes enfants puissent dire un jour, tiens, notre grand-père, c'était un harki, il a quand même vécu en Algérie, il est venu en France, en passant par Rivesaltes, etc. Mais pas au-delà de ça, je veux pas. C'est néfaste pour eux qu'ils entretiennent une espèce de mémoire des harkis. Vraiment, je crois qu'il y a assez de célébrations comme ça dans le calendrier, et puis dans notre culture ici occidentale, pour qu'on s'encombre pas l'esprit de ces choses-là. Non, véritablement, non, il faut pas.
dirais une communauté. C'est un peuple qui a été exilé, qui a subi la même histoire. On se dit harki comme fils d'harki comme on se dirait fils de peignoir, ou fils d'espagnol, ou fils d'italien, ou fils d'algérien, ou fils de marocain. Je dis fils d'harki. Se sentir, je me sens plus français, je me dis, je suis plus chez moi ici qu'en Algérie, c'est sûr. Et pas tout à fait chez moi, si on me donne un petit île, je la refuserai pas. Dans cette histoire oubliée, les harkis sont les derniers perdants de notre aventure coloniale. Ils en payent encore toutes les ambiguïtés. 30 ans après leur arrivée en France, les fils de harkis sont en voie d'intégration, mais toujours en quête d'identité. Il leur reste à être assimilés, et pour cela, il faudra sans doute plus d'une génération. القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا بخشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى لا يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق